Bonjour, donc Jean-Marc Leroy-Valec, je suis le directeur des ressources humaines de la Mutualité française Finistère-Morbihan. La M2FM, comme on dit chez nous, est un groupe en fait d'une dizaine d'entreprises qui intervient en fait dans le champ de la santé, donc dans la gestion d'établissements de santé. Les plus gros établissements sont relativement connus, le centre de Carpap par exemple à côté de Lorient, les cliniques mutualistes de Lorient, de Rennes, et autour de ces gros établissements, on a d'autres activités dans le champ du médico-social, handicap ou personnes âgées, dans le champ du domicile également, enfin bref, des activités qui tournent autour de la santé. À l'intérieur, je l'ai dit, de ce groupe, il y a une dizaine d'entreprises et environ 80 établissements, voilà, le plus gros faisant 700 salariés et les plus petits faisant deux salariés, comme dans les magasins d'optique mutualistes par exemple. Voilà. Le groupe fait environ 4000 salariés sur le Finistère, le Morbihan principalement. Très bien. Madame Barriou, je vais vous passer le micro pour la même question, de vous présenter vos fonctions et votre métier, et puis également les principales activités qu'il y a dans cette branche un peu spécifique dont vous vous occupez en tant que secrétaire de CHSCT. Alors moi je suis la secrétaire du CHSCT du groupe médico-social au sein de la mutualité. Donc ça regroupe 8 établissements qui accueillent des personnes adultes ou enfants, handicapés physiques ou cérébro-lésés, sur des établissements qui peuvent être des femmes, des foyers médicalisés, des foyers de vie, des ESAT avec leurs UVE, les unités de vie extérieure. Depuis un petit moment, c'est-à-dire 2 ans, en plus, nous avons un service SAVS, service d'accueil à la vie dite sociale. Et nous accueillons donc les jeunes aussi dans un IEM, ce qui fait que nous touchons le handicap physique de l'enfance jusqu'à l'adolescence et la vieillesse, puisque dans nos établissements, nous accueillons aussi des personnes qui ne relèvent pas de maisons de retraite, parce que d'abord ils sont trop jeunes, mais dont leur fatigabilité, elle, relève de la vieillesse. Donc nous n'avons pas, nous, dans notre groupe médico-social de maisons de retraite, ni d'EHPAD, mais au sein de la mutualité, il y en a. Et donc moi je suis la secrétaire du CHSCT et je suis de métier éducatrice spécialisée. Merci. Alors, Gwenaëlle nous a expliqué que ça n'a pas été un exercice facile que de faire un plan d'action ou de négocier un accord sur la prévention de la pénibilité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous y êtes pris pour faire cet exercice ? Alors je me suis retrouvé pas mal dans ce qui a été dit par rapport à la restitution de l'étude. C'est vrai qu'au départ, on a vécu ça, comme beaucoup d'entreprises, comme une contrainte, et on a essayé de répondre à cette contrainte. Et puis donc on a passé pas mal de temps à tourner, virer sur la réglementation, les seuils d'effectifs et surtout le diagnostic, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu. Voilà, où on a passé, on a perdu, je pense, un peu, et même beaucoup de temps. On a aussi eu une réflexion sur le bon niveau de la négociation, parce qu'on souhaitait, nous, le plus possible aller sur le terrain de la négociation, et dans un groupe comme le nôtre, où il y a des gros établissements qui n'ont pas trop envie qu'on leur explique ce qu'ils ont à faire, et au contraire des établissements plus petits qui ont une gestion plus centralisée, au niveau d'un siège social, il a fallu qu'on trouve le bon équilibre. Mais sur une question comme ça, tout le monde était, malgré tout, même les plus gros, en attente d'une méthode. Et c'est comme ça qu'en tout cas sur l'entité la plus grosse, qu'on a convenu avec les partenaires sociaux d'écrire un accord cadre qui finalement expliquait comment on allait ensuite décliner ça en accord d'établissement avec un S ou sans S pour les plus gros, et c'est ainsi qu'on a donc selon le niveau de gestion décrit finalement comment on allait faire. Et on s'est aussi dit assez rapidement que sur un sujet comme celui-là, ça allait être très compliqué de ne pas associer tout de suite les CHSCT et avec l'accord des délégués syndicaux.
qui ont d'ailleurs tous adhéré à ça, on a discuté ensemble. Donc les délégués syndicaux et les CHSCT, alors les secrétaires, mais pas forcément que les secrétaires. Il y avait un peu plus de monde à certains endroits. Et voilà, donc finalement, ça a été une négociation ouverte. Voilà. Et de votre côté, quels étaient les points importants à prendre en compte dans cette phase d'élaboration d'accords et de plans d'action ? Le plan principal, c'est que pour les salariés, la pénibilité, tout le monde en avait. Le travail, c'est pénible. Donc, vous nous parlez de pénibilité, mais on ne sait pas de quoi vous nous parlez. Et nous, on est des salariés, on est fatigués au travail, parfois, on est en difficulté dans notre travail. Et donc, vous venez nous faire réfléchir, vous nous parlez de critères, on ne sait même pas de quoi vous nous parlez. Donc, en fait, le premier travail des CHSCT, ça a été de communiquer, d'expliquer ce que ça allait être, le travail sur la pénibilité, et surtout, à quoi, potentiellement, ça pouvait aboutir. C'est vrai que quand vous dites à des salariés, éventuellement, ça va pouvoir vous permettre d'aller en retraite plus tôt, tout d'un coup, ils sont très attentifs. Donc, ça a quand même aidé. La mutualité, par le biais de M. Ravalec, est arrivée avec une trame, parce que c'est vrai que ce qui avait été négocié sur CARPAP ne correspondait pas du tout à nos petits établissements. Donc, c'est une trame que vous aviez ramenée de la FEAP, me semble-t-il. Voilà. Et puis, il fallait aussi qu'il y ait une cohérence, parce qu'en même temps, de façon presque concomitante, on était en train de travailler sur les documents uniques. Alors évidemment, oui, vous revenez encore, qu'est-ce que vous faites ? Et c'est vrai qu'on m'entend mieux peut-être comme ça. Et du coup, on s'est retrouvé avec des salariés qui nous disaient, mais nous, alors il y a le document unique, vous nous parlez de pénibilité, nous on comprend plus rien. Donc en fait, on a utilisé le document unique en allant vraiment voir les collègues dans leur travail. Nous, on dit presque au pied du lit. On les a suivis comme des petits chiens pour qu'ils nous expliquent, c'était quoi leur travail. Et on a utilisé le document unique parce que le document unique, c'était porteur. Et en même temps, on a fait apparaître les critères de pénibilité. Et puis, il y a eu des actions concrètes. Parce que c'est vrai que quand on leur a dit, voilà, tel jour à telle heure, on est dans vos baskets et on va vous suivre pendant 2 heures. 2 heures ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez nous dire qu'on travaille mal ? Non, on vient vous voir comment ça va travailler. Et là, les gens, ils se sont lâchés. Alors, il y a ceux qui travaillaient déjà depuis longtemps, qui ont dit, nous, on est fatigués, parce que lever des personnes âgées... c'est compliqué. Nous, ils sont jeunes, mais ils sont lourds quand même. Alors, comment on fait ? Et voilà comment tout s'est mis en travail. Je vais reprendre le micro parce que le mien ne marche pas bien. Et alors, cet accord a été signé, l'accord cadre en tous les cas, courant 2012, je crois en juin 2012. En quoi, avec un peu de recul maintenant, en quoi cet accord a pu contribuer à une meilleure prévention de la pénibilité, M. Ravalec ? Alors, l'accord cadre, il n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il nous a dit comment on allait négocier. Par contre, les accords, évidemment, locaux, eux, avaient un contenu sur des actions. Alors, ce que ça nous a apporté. Alors, au début, je l'ai dit, on l'a vécu un peu encore comme une punition, et d'autant plus une punition que on avait commencé à travailler sur un plan santé au travail qu'on a appelé le plan mieux-être des salariés en mutualité, qui était un plan régional qu'on avait travaillé avec nos collègues des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Et on s'est fait rattraper en fait par ces négociations. On s'est dit comment on va concilier les deux. Et puis finalement, on l'a transformé en opportunité, parce que, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, ça a permis de renforcer des actions qu'on avait décidé de mettre dans notre plan santé au travail. Ça a permis de forcer un peu les portes où c'était compliqué. Et de ce point de vue-là, donc c'est quelque chose qui a été finalement, je le dis maintenant, je le disais peut-être pas forcément au départ, mais ça a été finalement un élément très positif. Et puis peut-être aussi curieux que ça puisse paraître, ça nous a aussi, je vais te parler pour moi, mais peut-être pas pour moi non plus, ça nous a déculpabilisé par rapport à cette question de la pénibilité, parce qu'il ne faut pas forcément croire que dans les métiers de la santé, on est plus ouvert sur ces questions-là qu'ailleurs. Et finalement, oui, ça a permis d'aborder les choses de manière beaucoup plus sereine que précédemment. Et aujourd'hui encore, on parle plus facilement de cette question. Et pour vous, Mme Bariou, cet accord, il a eu quel intérêt ?
Je crois que l'intérêt principal, ça a été de libérer la parole. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'avoir mal, on a le droit de se mettre en danger. Sauf que on veut tous durer dans nos métiers. Parce que travailler, c'est vivre. Hein. Donc, évidemment, les salariés qui ont un boulot, ils ont envie de le garder. Et peut-être que, justement, ça a permis à des salariés qui, jusqu'à présent, ne disaient rien, moi je dis souffraient en silence, de pouvoir dire, en effet, nous, on est en difficulté. Alors, en difficulté physique, en difficulté psychique, ça peut arriver. Hein. Les RPS, ça fait aussi partie de chez nous, hein, dans le métier. Et ça a amené aussi des solutions concrètes. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, on vous a entendu, mais si 10 ans après, vous êtes toujours en train de porter les résidents, vous aurez toujours mal au dos. Et on a vu apparaître des investissements lourds, que peuvent être par exemple des rails de transfert. Nos établissements se sont équipés de rails de transfert, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de porter le résident. Ça nous a aussi amené une ligne dite verte, à qui on peut téléphoner de façon tout à fait anonyme. Donc ça a permis à des salariés de pouvoir, sans que ça se sache, dire voilà, moi j'ai besoin d'aide, je me sens pas bien, ou voilà. Et puis ça a permis aussi, je pense, aux salariés de se dire finalement, on travaille dans nos métiers depuis déjà 20 ans, 25 ans, mais finalement si on fait attention, on va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout sans être tué au travail. Et du coup, comme on n'est plus libéré, ça nous a permis aussi pour nos usagers d'être beaucoup plus proches d'eux. Parce que quand vous êtes en train de porter quelqu'un, je vous mets au défi quand même de discuter avec lui de comment il a passé sa nuit. Si vous êtes en train de le porter avec votre collègue et qu'il y en a une qui est à haute et l'autre qui est en bas, ça va être compliqué. À partir du moment où l'usager est lui sécurisé dans son rail de transfert et qui vous raconte les déboires de sa nuit, vous êtes quand même beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe. Donc ça a permis aussi aux salariés de se retrouver dans leur cœur de métier et de ne pas être parasités par des problématiques. C'est vrai que je peux comprendre, quelqu'un qui a une sciatique et qui travaille, il est sûrement beaucoup moins disponible à l'autre. Donc ça a permis ça. Et en même temps, je pense que ça a aussi permis la création de choses qui chez nous étaient un petit peu un gros mot, qui s'appellent des commissions de travail. Parce que se regrouper à plusieurs et accepter de dire à plusieurs, nous avons la même problématique, sans que cela soit vécu par l'employeur comme ils sont encore en train de râler, qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Ça a permis de créer toutes ces commissions et que, alors il y a la commission, il y a les commissions éthiques, il y a la commission souffrance au travail, la commission du plan mieux-être, voilà, enfin il y en a pas mal. Hein. Et donc ça a permis de faire les liens avec la direction et avec ce fameux plan santé au travail. Alors dans nos établissements, des fois il y a du shih-tzu pour commencer, mais en même temps ça permet aussi des fois de prendre du temps sur des choses bien plus compliquées, des colloques, participation à des colloques par exemple, et des choses comme ça. Voilà ce que ça a surtout amené. Ça a libéré la parole. Monsieur Le Ravalet, vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté lors du diagnostic pour élaborer votre accord. Et, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a fait difficulté là pour cet aspect-là? On n'avait pas tellement de méthodes. J'ai mis du temps à trouver les fiches ANACT déjà. Du temps parce que j'en ignorais l'existence. Et puis on a tous cherché parmi nos syndicats d'employeurs des méthodes plus ou moins efficaces. On en a trouvé une, mais assez rapidement. Assez rapidement, non. Je crois qu'on a passé un peu trop de temps là-dessus, comme je l'ai dit, mais on s'est dit finalement le diagnostic, on s'en fiche. On sait dans nos établissements par rapport aux 10 facteurs, 11 pour nous, puisqu'on avait mis les risques psychosociaux, on sait ce qui cloche. Et donc, notre diagnostic, quand on a passé ce cap, on l'a bâché pour se concentrer beaucoup plus sur ce qui nous intéressait, c'est-à-dire les actions qu'on voulait mener à travers ce plan. Voilà, donc ça c'était une première difficulté, source de perte de temps et d'énergie. Bon, je ne veux pas être très original non plus en disant que c'est vrai que le cadre était assez contraint sur les thèmes, sur les domaines, et c'est vrai que c'était là aussi un peu compliqué de trouver, d'être créatif dans des figures imposées comme ça. Bon, les moyens aussi, hein, ça a été dit tout à l'heure, on est dans des économies administrées pour la plupart des établissements. Donc c'est vrai que là aussi, on s'est heurté à la question de ce qui pouvait être
être mis sur la table pour en termes d'investissement, même si certains programmes d'investissement avaient intégré des mesures. Et puis, si c'était à refaire, on essaierait aussi peut-être d'impliquer plus les médecins du travail qui n'ont pas été beaucoup associés à nos négociations. Voilà. Pour vous, la mise en œuvre de l'accord a rencontré des difficultés particulières ou des points faibles ? Donc, comme le disait M. Lavalec, les moyens, ils ne sont pas extensifs. Donc, s'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Voilà. Donc, des fois, ça a quand même été un frein. On n'a pas de sous. Tout le monde le sait. Donc, voilà. C'est pas nouveau. C'est pas ça qui est nouveau sous le soleil. Et puis, on a eu dans certains établissements des freins par les directions qui avaient un petit peu du mal à faire redescendre ce qui s'était dit dans les différents CHSCT ou les différents plans. Voilà. Donc, des fois, certaines actions... elles arrivaient dans les établissements, mais elles étaient déjà finies quand elles étaient proposées. Donc c'est sûr que c'était compliqué, voilà. Donc ça, on a eu des freins et du coup, ça a pu mettre certains managers en difficulté. Donc quand ils sont en difficulté, en général, c'est pas très agréable pour le salarié. Donc il a fallu assez rapidement s'y remettre parce que sinon ça marchait pas. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi certaines postures excessives des salariés, qui bien sûr voient de la pénibilité partout, et c'est sûr, c'est le leur qui est le plus pénible. Ça, c'est sûr, c'est pas l'autre, c'est le leur. Et donc, puisque c'est le leur, c'est du leur qu'il faut qu'on parle. C'est pas la peine de réfléchir sur le groupe, il vaut mieux réfléchir sur l'individu. Alors, on a eu des individus, et puis on a eu des groupes. On a eu, par exemple, les infirmiers, c'est beaucoup plus difficile que les éducateurs. Les éducateurs, c'est beaucoup plus difficile que les assistantes sociales, ou que les AMP. Donc, par définition, il a fallu remettre un peu tout ça au travail. Parce que on pouvait vite se retrouver avec du corporatisme qui n'était pas du tout le but. Donc il a fallu remettre tout le monde autour de la table et tout rechercher en disant oui, on a tous de la pénibilité, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Voilà. Merci. Alors, une dernière question à vous deux là. Comment vous envisagez la suite de cet accord et puis quel point serait important donc à prendre en compte, peut-être un peu plus que ce que cela a été au cours du premier plan ou des premiers accords. Alors, c'est vrai qu'on ne s'était pas encore, jusqu'à ce que vous me posiez la question, on ne s'était pas trop encore penché sur l'accord numéro 2, parce qu'on n'a pas eu le temps. Bien fait d'aller vous voir. Ouais, vous avez bien fait de venir. Il faut dire aussi, évidemment, toutes les actions ne sont pas encore en œuvre, donc forcément, il y aura un bilan à faire de ce qui a été mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas été mis en place. Donc c'est sans doute la première chose qu'on va devoir faire, c'est donc faire ce bilan. Bon, on est un petit peu aussi, j'allais dire, dans l'attente aussi de précision sur le cadre futur de la pénibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'ose pas trop bouger pour l'instant, en se disant que si on va trop vite, on va peut-être être coincé. On a vu arriver les mesures des premiers facteurs. Bon, ce qui fait que finalement, peut-être que nous-mêmes, d'ailleurs, on sortirait des obligations de négociation de la pénibilité. Je crois que pour autant, ça ne va pas forcément nous inciter à nous arrêter. Je pense qu'on remettra donc sur la table des négociations une reconduction de l'accord avec, évidemment, l'analyse de ce qui a bien marché. Et puis, peut-être, là par contre, je dirais moi, par rapport à ma fonction de DRH, moi ce que j'intégrerais peut-être plus, c'est disons une espèce de mise en perspective. Et là, ça interroge plus la gestion des carrières. On voit bien que rester dans un métier identique toute une carrière et de plus en plus longtemps est un élément qui va forcément amener de la pénibilité et de la souffrance et donc forcément va intégrer la dimension gestion des carrières, ce qu'on a un petit peu de difficulté à faire aujourd'hui nous avec tous nos métiers cadrés par des diplômes et des décrets. Voilà. Et pour vous, nous, en tant que CHSCT, c'est vrai qu'on tire la sonnette d'alarme sur le travail de nuit parce qu'on a dans nos établissements énormément de gens qui travaillent de nuit. C'est des gens qui sont en usure professionnelle parce que c'est difficile de travailler la nuit, ça n'a rien à voir. Travailler la nuit, travailler le jour, ça n'a rien à voir sur un même métier. Donc c'est vrai que nous, on demande à la direction de faire très attention à ces personnes
Alors bien sûr, hein, elles vont à la médecine du travail, bien sûr, mais elles ne veulent pas repasser de jour parce qu'elles ont un intérêt à travailler la nuit. Mais nous, on voit bien que ce sont des gens qui s'arrêtent assez souvent. C'est des gens qui peuvent être sujets à des burn-out. On voit quand même arriver des problématiques. Donc c'est vrai qu'on tire, nous, la sonnette d'alarme en disant attention à ce personnel de nuit qui, de plus, est vieillissant, puisque ce sont des gens qui sont rentrés à l'ouverture de nos établissements. Ça fait pour certains 24, 25, 26 ans qu'ils font des nuits. Donc c'est quand même pour nous important. Et justement, on voudrait axer, nous aussi, le travail sur la mobilité, la capacité de passer 2 jours de nuit, 2 jours, peut-être à un moment donné aussi de changer de métier par des formations, par la capacité. Alors évidemment, on sait bien, on a tous la possibilité, par les DIF et compagnie, d'aller en formation, mais c'est une démarche. Et c'est aussi à l'employeur de permettre ça. La mutualité est une grande maison, donc c'est aussi peut-être des possibilités de changer d'établissement. Quand on a passé, 25 ans dans un foyer de vie, on a peut-être envie d'aller dans un ESAT, ou on a peut-être envie d'aller dans un foyer occupationnel. On a envie d'aller voir ailleurs. On a la chance d'avoir sur la région, sans être obligé de faire 150 km de sa maison, la possibilité d'aller travailler ailleurs. Donc nous, ça, c'est des pistes de travail qu'on demande à la direction. Et nous, alors, en tant que CHSCT, ce qu'on veut aussi surtout, c'est beaucoup mieux travailler avec les médecins du travail. Parce que c'est vrai que la communication existe, mais les médecins du travail sont débordés. Et quand il y a les CHSCT, ils sont pas souvent là parce qu'ils peuvent pas. Et nous, c'est vrai que c'est des choses qu'on voudrait améliorer. Merci à vous deux. Vous pouvez les applaudir parce que je pense qu'ils ont fait un beau travail. Je vais vous demander de vous installer là.